Merci pour votre invitation. Merci Nicolas aussi pour ton invitation. Je me présente, je ne sais pas, le soleil va taper sur l'écran, non ? Je me présente rapidement, donc je suis psychiatre, je suis aussi docteur en sciences des organisations. Je dirige un programme qui s'appelle Prepsy, qui a 3 programmes, un SAMSA, qui est un service d'accompagnement médico-social d'intervention précoce pour des jeunes avec premier épisode, qui est un programme départemental à Paris, un programme qui s'appelle Prepsy Contact, qui est un programme de bridging, de mise en relation entre les structures type CMP, CJC et les CPTS pour des jeunes avec pathologie duelle. Et puis, donc ça c'est un programme national, et puis un programme international francophone qui s'appelle CLIC, qui est un programme d'information précoce sur Internet. Alors, en place, mais c'est aussi améliorer la motivation de nous, les professionnels, améliorer la motivation des pouvoirs publics aussi par rapport à notre problématique, dans une démarche qui est une démarche sociopolitique et d'innovation sociale. Alors, c'est aussi répondre plus largement à un enjeu sociétal. C'est quoi l'enjeu sociétal? C'est un projet de conception universelle pour essayer de maintenir l'autonomie de tous grâce à l'application des principes justement d'accessibilité universelle. L'idée, c'est de concevoir de manière inclusive des actions qui améliorent considérablement les expériences quotidiennes des usagers et qui engagent les parties prenantes dans un processus de changement sociétal, aussi qui concerne les changements organisationnels dans les relations entre les politiques publiques et les citoyens, je vais y revenir, et qui encourage à de nouvelles coopérations. Celles-ci entendent produire des réponses nouvelles à des besoins sociétaux ou des aspirations sociales qui ne sont toujours pas satisfaites. Il faut pour ça impliquer tous les acteurs qui sont concernés, en premier lieu les usagers comme des parties prenantes permanentes des projets, dans l'invention, l'expérimentation, la diffusion et l'évaluation de nouvelles solutions grâce aux méthodes participatives. Mais le problème, c'est que l'écosystème de santé est particulièrement complexe et ce sont des défis complexes et multiples auxquels on est confronté parce qu'il y a des attentes politiques, il y a un accroissement des inégalités sociales et territoriales de santé, des nouvelles problématiques qui sont liées à la fragilité et à la vulnérabilité des personnes, il y a la question du renoncement aux soins, de l'isolement social, de la complexité des conditions de travail des professionnels, des aspects organisationnels, complexité de gouvernance, fonctionnement institutionnel, et puis les fameuses contraintes financières dans les structures et sur les usagers. Mais les finances n'expliquent pas tout. La question, donc, c'est d'aller vers une transformation nouvelle des organisations plus profonde et holistique. Alors, il y a des réponses multiples et novatrices à ces défis auxquels on travaille tous, et l'interruption liée au soleil m'a empêché de vous dire que je suis aussi chercheur associé dans un laboratoire de management. Vous avez peut-être vu 2 petites photos là de collègues avec qui je collabore sur des travaux sur l'innovation organisationnelle en santé mentale. Donc on peut favoriser l'innovation technologique avec des produits et des services nouveaux, on peut favoriser l'innovation organisationnelle et managériale, le business model, on peut aussi améliorer la recherche et le développement, faire des innovations dans la gouvernance, le pilotage et l'évaluation, et en particulier améliorer les régulations publiques avec ce qu'on appelle le New Public Management, améliorer les conditions des citoyens qui sont sous-représentés, encore faut-il les identifier, on verra tout à l'heure, et évidemment améliorer la performance des services publics pour tous, et en particulier pour nos patients atteints de troubles psychiques qui sont en friction avec les services publics. C'est pour ça qu'il faut construire une nouvelle richesse sociale qui puisse être basée sur la philanthropie, par exemple, sur l'amélioration du capital social et de l'économie sociale, en démocratisant cette approche avec une approche systémique et structurante. On peut parler de société du savoir ou de nouvelle gouvernance. Alors on peut imaginer des solutions et essayer de les déployer. Ce sont des défis majeurs dans le champ de la santé qui sont caractérisés par sa nature fortement institutionnelle et pluraliste, en particulier du fait de la variété et de la pluridisciplinarité des acteurs face à la complexité des pathologies, des cloisonnements professionnels et structurels, de l'intrication des lieux d'intervention, tout n'est pas centralisé, des intérêts qui sont rarement alignés entre les professionnels, les structures et les politiques, et puis généralement d'une mauvaise coordination qui est systémique, on va dire, qui est intrinsèque au système.
C'est pourquoi les organisations doivent se doter d'une capacité de régénération, de reconfiguration et d'innovation répétée dans une logique qui est bien sûr evidence-based pour proposer les meilleurs traitements aux patients. Il y a des perspectives pour cette innovation sociale qui englobe toutes les transformations organisationnelles du système et qui est modifiable dans une démarche de design. C'est une intervention qui est initiée par les acteurs sociaux qui mettent l'usager, ses besoins et ses aspirations au centre de ses préoccupations et qui font de la croissance et du partage son fondement. L'innovation sociale par le design social concerne tout ce que le design peut faire pour activer, soutenir et orienter les processus de changement sociaux et favoriser la capacité de résoudre des situations particulièrement problématiques, ce qu'on appelle dans notre langage les cas complexes, en particulier pauvreté, maladie chronique ou exclusion. Alors, cette innovation sociale au service de l'expérience patient, c'est un constat parce qu'il existe de nombreux investissements par rapport à l'industrie, par rapport à l'hôtellerie, par rapport aux magasins dans lesquels nous sommes, et le design y participe. Vous connaissez Ikea aussi pour le design, mais bien sûr, il y a d'autres types de design. Et l'investissement dans la santé est beaucoup moins visible. Alors, il y a eu des expériences, on va en parler. À quoi sert le design social en santé? À repenser le soin. Le design peut s'appliquer à la santé mentale et à la psychiatrie pour améliorer les prises en charge. Et il y a des objets et des services, des prestations au quotidien actuellement qui ne répondent pas aux besoins des usagers. Donc, accompagner le sanitaire et le médico-social par le design, c'est quoi? D'abord, on pense évidemment au design par les objets, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut aussi parler du design des espaces, comment on construit les hôpitaux pour qu'ils soient plus efficaces pour les patients, à l'architecture ou aux interfaces numériques entre les usagers et les dispositifs. Mais le design s'applique aussi aux services que nous rendons à nos patients, aux interactions et même aux politiques publiques de la santé mentale. La feuille de route qui était évoquée tout à l'heure par notre collègue de l'ARS est peut-être un début de design organisationnel en politique publique. C'est une discipline de conception porteuse d'un regard singulier centré sur l'humain. C'est une démarche propre qui vise à un idéal d'amélioration de l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Donc l'objectif des designers, c'est de donner forme à des nouveaux usages qui produisent des connaissances en réaction à une demande particulière ou un problème complexe qui n'est pas résolu. L'histoire, elle est ancienne, hein, ça fait déjà depuis les années 50 que le design s'est introduit dans la santé. Par exemple, dans les hôpitaux anglais, il y a eu des démarches, par exemple, pour modifier le matériel, les meubles, l'aménagement des hôpitaux. En France, ça commence de manière assez timide. Vous avez déjà entendu probablement parler des Living Labs. Je vous ferai une démonstration d'un exemple de lab tout à l'heure. Et puis, il y a des attentions toutes particulières pour des projets de soins, d'amélioration des conditions de vie, d'accueil et de prise en charge qui vont au-delà de mettre des belles plantes pour améliorer l'accessibilité, l'accueil et la fidélisation des patients. Et en fait, l'idée, c'est de promouvoir l'intégration de l'utilisateur et de toutes les parties prenantes à travers les processus de co-design. Donc, l'innovation sociale se conçoit ainsi dans le champ du design. Ce que ça peut apporter, c'est une médiation dans ce nouvel environnement complexe multi-acteurs, avec une approche qui est toujours centrée sur l'usager, l'humain, qui est attentive à son expérience et aux usages qu'il va en déduire. C'est un langage commun qui est créatif, qui renouvelle les modalités de participation en valorisant l'intelligence des acteurs de terrain qui est assumée comme une force. Il y a des formats qui sont ouverts de construction itérative, je vais en parler. C'est une redéfinition de la performance et de la qualité de l'accompagnement. C'est aussi un levier d'évolution du climat managérial et relationnel. C'est une clé pour la capacité à innover des établissements. Donc, le patient est considéré comme un acteur et un usager de son parcours thérapeutique. Ce sont autant les symptômes de sa maladie qui sont le point d'entrée de sa prise en charge que sa propre personne dans sa globalité physique, psychique, sociale et familiale. Il peut être associé à des équipes de designers, de concepteurs, qui peuvent être des architectes, des sociologues, des anthropologues et d'autres métiers qui arrivent
et qui peuvent contribuer à structurer un environnement de santé complet, les espaces, la circulation, le mobilier, les objets ou les protocoles de soins auxquels il va être soumis. Cette prise en considération des émotions, de la culture et du vécu personnel des parties prenantes, tous, nous tous et les malades, pour accompagner le rétablissement, s'inscrit dans un projet de société dont l'objectif est humanisme. Alors, dans le soin, il y a ce fameux levier d'innovation ascendante qui est à la recherche de la qualité du service en santé pour rendre l'hôpital plus humain au bénéfice des patients et des soignants. C'est un chemin de preuve, c'est un evidence-based pathway identifié pour valider les interventions des designers qui s'appuient sur des approches basées sur les sciences comportementales et sur les méthodologies de la science médicale, qui proposent des solutions innovantes en faveur des évolutions contextuelles, organisationnelles, technologiques, numériques, thérapeutiques, aussi par exemple concernant les patients. Alors, c'est là qu'apparaît la question du co-design participatif avec les patients pour l'amélioration de leur santé. C'est avant tout une idéologie, on est dans de la politique, là, qui est patient-centrée, qui a à voir avec la démocratie participative, et puis des nouveaux changements de paradigme qui représentent l'application la plus juste du design participatif en incluant des acteurs d'horizons divers, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le processus de co-création de solutions. Il doit avoir pour but, ce projet, d'améliorer la qualité de vie de l'utilisateur final, et la problématique à résoudre à travers le processus de design se fait toujours avec lui, car l'utilisateur est un expert dans son domaine et son potentiel doit être reconnu. Il est activement impliqué dans les processus de conception pour garantir une parfaite réponse à ses besoins. Alors, je vais parler très rapidement de 3 techniques de co-création. Il y a par exemple le design de l'expérience utilisateur qu'on appelle UXD. Le principe de l'UXD, c'est d'influencer positivement l'expérience des utilisateurs avec un dispositif ou un système. Leurs expériences sont liées à toutes les dimensions qui affectent leur interaction avec celui-ci et les concepteurs définissent préalablement les éléments qui constituent le cahier des charges qui va leur permettre d'avoir une expérience utilisateur réussie et des séquences d'interaction entre l'usager, utilisateur du système, et le système. Donc on construit des scénarios qu'on va étudier, qu'on va tester et qu'on va retester jusqu'à obtenir la satisfaction et atteindre les buts qu'on s'était fixés. Il y a un autre système qui s'appelle la conception centrée utilisateur, User-Centered Design, qui remonte aux années 80 et qui est lié à l'informatique et l'interface homme-machine. C'est un processus de conception qui est centré sur l'analyse exhaustive des besoins des utilisateurs dans toutes les étapes du processus de développement, et cette approche est focalisée sur la définition précise, là aussi, d'un cahier des charges de la solution. Vous le voyez avec vos ados, par exemple, qui sont tout le temps en train de jouer sur des jeux vidéo qui sont conçus avec ce système. C'est pour ça que Fortnite marche parfaitement. Et donc, il y a des phases de test et de retest jusqu'à ce qu'on obtienne la satisfaction de l'usager. Et puis, je terminerai sur l'approche lead user, qui est très, très importante. Cette démarche, elle est parfaitement appropriée aux patients avec des maladies chroniques, et en particulier pour la psychiatrie, qui est adaptée et développée pour les réponses à leurs difficultés. En fait, le lead user, qui c'est quelqu'un qui a un intérêt très important à voir ses besoins résolus, et parfois, il a trouvé déjà lui-même des réponses aux problèmes qui n'ont pas été résolus par le système. Il a une connaissance la plus concentrée que les autres utilisateurs du système, et il doit être identifié par les concepteurs et invité par les designers à faire partie de l'équipe de développement des nouvelles solutions. Donc avec les systèmes d'Internet et les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est capable de savoir qui sont les lead users dans le dispositif. Cette approche de co-design suggère que les organisateurs peuvent profiter des efforts et des innovations qui proviennent de ces utilisateurs eux-mêmes pour les démocratiser dans les processus de création, ce qu'on appelle l'innovation démocratique. Et je terminerai par un exemple en toute humilité. À Prepsi Samsa, nous avons un Prepsi Lab qu'on a développé avec et pour les usagers, qui est construit sur la base d'un appartement témoin et un studio autonome qui nous permet de tester grandeur nature
la capacité d'usage de tout ce qui concerne une habitation, puisque l'objectif final, c'est l'autonomie et la vie la plus naturelle possible. Et donc nos équipes, éducateurs spécialisés, ergonomes, nutritionnistes, infirmiers, aides-soignants, testent grandeur nature les capacités de nos jeunes. Ce sont d'anciennes photos, les choses ont encore évolué, à vivre les tâches quotidiennes. Et quand on observe leurs compétences ou leurs difficultés, on peut mettre en marche des actions de remédiation cognitive qui leur permettent d'obtenir des meilleurs résultats. Il manque une troisième photo, c'est celle du studio autonome qui permet de tester grandeur nature, la présence sur des séquences matin, après-midi ou nuit entière de ces jeunes dans leur environnement naturel. C'est une approche écologique qui est faite avec eux. Voilà. Merci pour votre attention.